Être parent aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Être parent aujourd'hui, une émission radio imaginée et réalisée par le média Les Défricheurs. Un moment dédié à l'éducation positive, à la parentalité pour s'informer, prendre du recul et déculpabiliser face aux défis quotidiens de la vie de parents de notre époque. Que vous soyez des parents solos, séparés, une famille recomposée ou tout simplement un parent souhaitant mieux accompagner son enfant à grandir dans la bienveillance et l'écoute, alors restez avec nous. Pour cette 5e émission, on abordera le thème du jeu. Et plus particulièrement, pour savoir si jouer avec ses enfants, est-ce que c'est important ? Et surtout, pourquoi c'est important ? Nous sommes aujourd'hui à la maison du projet de la Méno. Merci à elle de nous accueillir. Je suis Noémie Durville et j'ai le plaisir d'animer cet échange. Commençons. Être parent aujourd'hui. Le jeu occupe une place essentielle dans le développement de l'enfant. Il n'est pas qu'un simple moment de détente ou de divertissement, c'est une véritable porte d'entrée vers la découverte de soi, des autres et du monde. Mais quel est le rôle du parent dans ce processus ? Pourquoi est-il si précieux de partager des moments de jeu avec son enfant malgré notre quotidien rythmé ? Pour mieux comprendre les bienfaits du jeu, réfléchir aux pratiques éducatives bienveillantes et apprendre à être à l'écoute des enfants et du besoin de l'enfant, nous sommes en compagnie de Nouria Mansouri, éducatrice jeunes enfants et formatrice à l'EDIAC. Bonjour Nouria. Bonjour Noémie. Eh bien, on va commencer, mais avant de parler un petit peu donc, de toute cette question du jeu, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus votre rôle de EJE, éducatrice jeunes enfants, et aussi l'EDIAC ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'EDIAC Formation, c'est un établissement de formation qui est spécialisé dans le secteur du social et du médico-social. L'EDIAC Formation forme des professionnels qui œuvrent dans les secteurs de la petite enfance, des secteurs de la famille et du service à la personne. L'EDIAC Formation fait partie de l'établissement des diaconesses qui assure plusieurs missions de service public, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation. L'EDIAC Formation développe des actions, alors deux sortes d'actions, les actions de formation diplômante. En 2025, il y a eu le diplôme d'État d'assistant familial, le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, le diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, le CAP accompagnement éducatif petite enfance, et puis il y a également l'accompagnement via la validation des acquis d'expérience pour les éducateurs de jeunes enfants. Voilà. Le deuxième volet d'action que EDIAC Formation propose, ce sont les formations tout au long de la vie qui sont destinées aux professionnels déjà en exercice de l'action sociale. Voilà. Pour ce qui est ensuite du rôle d'une EJE, EJE, ça veut dire donc éducateur de jeunes enfants. C'est un travailleur social qui est donc diplômé d'État et qui est spécialisé dans le champ de la petite enfance et de l'enfance. L'éducateur de jeunes enfants travaille dans des établissements et des services qui accueillent des nourrissons, des jeunes enfants et des enfants. C'est vraiment un spécialiste de l'accueil et de l'accompagnement de l'enfant et de sa famille. Il assure des missions d'éducation, d'éveil, d'animation et de prévention auprès des enfants dans toute leur vie quotidienne et en collaboration avec leurs parents. Et du coup, les EJE peuvent exercer dans tous les lieux d'accueil du jeune enfant. On va retrouver donc les EJE dans les structures d'accueil petite enfance, donc tout ce qui est crèche, jardin d'enfants, multi-accueil, micro-crèche, les relais petite enfance également. On va aussi retrouver les EJE dans les structures dites préventives, comme la protection maternelle infantile, donc la PMI, dans les lieux d'accueil enfants-parents, donc les LAP. Et puis également dans le champ du handicap, dans les centres d'action médico-sociale précoce, donc les CAMS. On va aussi retrouver les EJE dans le secteur de l'hôpital, donc les services hospitaliers, les services qui accueillent les jeunes enfants. Et puis les enfants, en fait. Et puis, on retrouve également les EJE dans les services et établissements sociaux relevant de la protection de l'enfance, donc les maisons d'enfants à caractère social. On a également les foyers maternels, les pouponnières et le foyer départemental de l'enfance. Et puis, enfin, on retrouve également les EJE dans les structures et services dites socio-éducatives et culturels, comme le périscolaire, les centres de loisirs et puis les ludothèques. C'est un petit peu pas un métier méconnu, mais
on ne se rend pas compte, j'imagine, à quel point vous intervenez dans plein de secteurs différents. Vous êtes un petit peu la part d'ombre, j'ai l'impression, de certains secteurs. Mais merci d'ailleurs donc, d'être présente aujourd'hui, d'avoir libéré du temps, vu tout ce que vous pouvez faire. On va maintenant un peu se repositionner sur le jeu, se recentrer sur ce sujet. On a tous été enfants, on a tous observé aussi des enfants, et on se rend compte à quel point le jeu, c'est une partie essentielle de leur vie. Ils jouent tout le temps, on dirait. Mais concrètement, c'est quoi le jeu et à quoi ça sert de jouer pour un enfant ? Alors le jeu, ça permet à l'enfant de découvrir le monde. Ça lui permet d'apprendre énormément de choses, ça lui permet de grandir aussi. Par rapport à la découverte du monde, en fait, on se rend compte que quand on observe un enfant, quand on observe un bébé aussi, on se rend compte qu'ils ont tendance à faire des choses qu'on leur a jamais demandé de faire. Eh bien, en fait, ça traduit vraiment un élan, une spontanéité, en fait, une curiosité de la part de l'enfant et du bébé. Et en fait, ils cherchent vraiment à découvrir, à explorer le monde qu'il y a autour d'eux. Ils cherchent à comprendre comment cet environnement il fonctionne. Et en fait, pour découvrir cet environnement, ils vont se mettre à faire des expériences ludiques qu'on appelle le jeu. Et à travers ce jeu, ils vont prendre plaisir. Alors, quand on regarde un tout petit, un bébé, il va commencer par toucher les choses, par lancer, par mettre en bouche, par mordre. Et toutes ces petites expériences-là, qui au départ pour le bébé sont essentiellement sensorielles, vont lui permettre en fait d'enregistrer vraiment ce qui se passe autour de lui. Ça va également lui permettre de comprendre aussi les réactions qu'il y a autour de lui, de la part des personnes qui l'entourent. Il va également faire l'expérience, grâce à ces expériences ludiques, de savoir ce qu'il a le droit de faire et de ne pas faire. Donc il va apprendre les limites. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, en fait, c'est que le jeu, c'est vraiment le langage naturel du jeune enfant. C'est son travail, comme diraient certains auteurs. Le jeu, il est vraiment au cœur de la vie de l'enfant. C'est vraiment pas du tout un simple divertissement. C'est vraiment un besoin fondamental pour le développement de l'enfant. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est que le jeu, en fait, si je peux vous donner une définition du jeu, c'est que le jeu, c'est une activité vraiment spontanée de la part de l'enfant qui lui permet de découvrir le monde. C'est vraiment une activité vitale et fondamentale. Et je voulais également rajouter que le jeu, il est inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant comme étant un droit pour l'enfant. À l'article 31, parce qu'on a fêté il n'y a pas très longtemps la Convention internationale des droits de l'enfant, son 36e anniversaire. Et à l'article 31, en fait, il est dit que l'enfant a droit au jeu. Je peux vous citer l'article si vous voulez. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos, au loisir, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique. Voilà ce que dit la Convention. Allez, super. Seulement 36 ans ? Alors que oui, ça devrait être tellement plus long, ça m'a l'air d'être des besoins fondamentaux pour les enfants. Et j'aimerais bien, si le travail de l'enfance est de jouer, j'aimerais bien retourner à l'enfance aussi. Ça a l'air d'être assez sympathique. Ensuite, je peux rajouter encore des choses. Dites-moi. Ce que je voulais dire également, c'est que jouer pour l'enfant, c'est vraiment apprendre, c'est grandir. Et quand on parle de jeu, apprendre, grandir et jouer, c'est vraiment des synonymes. Grâce au jeu, en fait, l'enfant il va développer vraiment une multitude de capacités. Ça va être les capacités motrices, mouvoir son corps, les capacités langagières, donc le fait de développer son langage, les capacités sociales, donc avoir des interactions sociales via le jeu. Il va également développer des capacités affectives, le fait de ressentir des émotions, et puis des capacités cognitives, comme le fait de mémoriser, de créer, d'imaginer. Voilà, donc le jeu permet aussi à l'enfant de pouvoir extérioriser ce qu'il a vécu dans son quotidien. Donc le jeu, c'est vraiment un exutoire aussi pour l'enfant. S'il a vécu des choses positives ou des choses désagréables, eh bien, il va pouvoir en fait rejouer ces scènes-là, et ça va lui permettre d'extérioriser en fait c'est ce que j'allais dire. Ça. Voilà. Donc, si je peux donner des exemples, en fait, il va venir rejouer ses peurs, il va venir rejouer ses angoisses, il va aussi revenir, venir rejouer aussi ses moments de joie.
c'est possible aussi. Un peu de positivité quand même. Voilà. Et grâce au jeu, il va également pouvoir anticiper aussi certaines choses, des choses qui peuvent l'angoisser. Je pense notamment aux enfants qui ont 3 ans et qui vont entrer à l'école. Il n'est pas rare de les voir quelques temps avant essayer de rejouer tenter de s'imaginer comment la séparation elle peut être vécue en fait. Et est-ce qu'il y a un moment où le jeu devient plus un divertissement que quelque chose est-ce qu'il y a un âge où, au final, là, ça apprend un petit peu moins à se développer, mais plus ça devient du divertissement, ou est-ce que c'est tout au long de la vie où le jeu... Le jeu est toujours un divertissement oui, mais... pour l'enfant, parce qu'en fait, il prend toujours plaisir dans le jeu. Ok. Donc, on vient de parler un peu de la définition du jeu et donc de sa nécessité, mais quand on regarde aussi un enfant, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de jeux qui... Enfin, pardon. C'est plutôt... quand on regarde un enfant, on voit que le jeu il peut prendre quand même plusieurs formes. Il y a des jeux qui, peut-être aussi, qui ne le sont pas au final. Qu'est-ce qui va devenir un jeu ? Qu'est-ce qui ne va pas devenir un jeu ? Est-ce que vous pouvez un peu m'exprimer les caractéristiques du jeu ? Du jeu, oui. Alors, qu'est-ce qu'un jeu et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Alors oui, effectivement, le jeu, pour définir... donc le jeu a plusieurs aspects, a plusieurs caractéristiques. Un jeu, en fait, le jeu se situe déjà, premièrement, en dehors de la réalité. Il se situe vraiment en dehors de la réalité, ce qui veut dire que le jeu, il est fictif. On entend souvent les enfants dire on joue pour du semblant, c'est pour de faux, on fait comme si. Donc vraiment, le jeu n'a pas de conséquences dans la réalité. Donc ça, c'est vraiment un des premiers critères du jeu. On dit qu'il est fictif, même s'il prend sa source dans la réalité, dans ce que l'enfant il vit au quotidien. Pour autant, ce qu'il rejoue, ce qu'il fait dans le jeu n'a pas du tout de conséquences dans la réalité. Ensuite, un des deuxièmes aspects du jeu, c'est en fait que le seul moteur du jeu et la seule finalité du jeu, c'est le plaisir de l'enfant dans le jeu. Donc, à partir du moment où l'enfant ne prend pas plaisir dans le jeu, alors c'est pas du jeu pour lui. Et donc là, on en vient un petit peu aussi aux attentes. Donc, s'il y a un adulte qui a des attentes par rapport à un enfant et puis qui va essayer d'utiliser le jeu pour atteindre en fait ses objectifs, eh bien, ce ne sera pas considéré comme du jeu parce que ce sera dénué de plaisir. Ensuite, la dernière caractéristique du jeu, c'est le fait que le joueur, donc l'enfant, soit libre de jouer ou pas. Donc, c'est la liberté dans le jeu. Le fait de dire, là, moi, je veux jouer à ça, je veux jouer avec telle personne. Donc, c'est de pouvoir faire le choix de jouer ou non. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment les 3 caractéristiques du jeu. Donc voilà. Donc pas d'impact dans la réalité, le moteur qui est le plaisir, et puis le fait d'être libre de jouer ou non. Mais parfois, l'enfant ne joue pas, n'arrive pas à jouer, et en fait, l'enfant s'ennuie. Et comment on fait dans ces situations-là où, au final, il ne trouve pas le divertissement qui lui convient, où il n'arrive pas à Alors, parfois, oui, l'enfant, il peut être amené à ne rien faire. Il peut être amené à ne rien faire et puis ne rien faire parfois jusqu'à l'ennui. Et parfois, il va même dire je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là ? Eh bien, moi, je dirais, en fait, on peut le laisser s'ennuyer un petit peu. Parce que, en fait, l'ennui peut être mal vu de la part des adultes, mais au final, ça traduit quelque part un besoin de la part de l'enfant que d'arrêter un petit peu la cadence du quotidien. Et puis de se dire, voilà, là je vais me poser, j'ai envie d'être plus tranquille, j'ai envie de rien faire. Et en fait, cette inactivité-là, c'est pas forcément du temps perdu. On a l'impression parfois que ça peut être du temps perdu, mais en fait, c'est pas du temps perdu. Ça va permettre à l'enfant vraiment de se poser et puis de laisser vagabonder un petit peu ses pensées, son imagination. Et puis, pour finir, en fait, l'ennui, l'inactivité va permettre à l'enfant de trouver les ressources en lui pour trouver d'autres centres d'intérêt, développer son imaginaire et puis en fait aboutir à de la créativité.
Donc pour finir, ça peut être tout autant constructif que l'activité. Donc c'est tout à fait bénéfique. Après, il ne faut peut-être pas le laisser trop longtemps, j'imagine, si vraiment il n'y a rien qui... Après, c'est aussi une forme de contrainte. Parfois, on ne peut pas jouer, il y a des endroits, dans une salle d'attente chez le médecin, c'est peut-être plus compliqué de jouer en fonction des âges. Et donc, c'est là où il faut peut-être savoir patienter. Ça apprend peut-être aussi la patience. Ou c'est un tout autre... Oui. Après, dans une salle d'attente, parfois il y a des jouets. C'est ce que j'étais en train de me dire. Maintenant que vous le dites, il n'y a pas que les magazines. Il y a des jouets, il y a des tapis aussi. C'est vrai. Donc parfois les enfants peuvent juste s'allonger et puis explorer les jeux qui sont là ou bien ne rien faire. C'est super, merci. Donc j'imagine dans le public, certains vous avez donc des enfants, parfois de plusieurs âges différents. Vous en parliez un peu plus tôt, les bébés qui, eux, quand ils commencent, ils ont plus tendance à mordre, à jouer en lançant des objets, en touchant les choses. Mais quand on grandit, on se rend compte que, quand les enfants grandissent, on se rend compte qu'ils jouent pas tous en fait de la même manière en fonction de l'âge. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi il y a cette évolution dans le type de jeu de l'enfant ? Alors oui, le jeu des enfants évolue avec l'âge. En fait, à chaque période de l'enfance, il y a de nouvelles aptitudes qui émergent en fait pour l'enfant. Et le jeu de l'enfant devient, au fur et à mesure qu'il grandit, de plus en plus élaboré et socialisé. En fait, on peut constater qu'il y a différents types de jeux. Et en fait, il existe des classifications. Et en fait, ces classifications, elles vont se baser sur les étapes de développement du jeune enfant. Alors, il y a 4 grands domaines de jeu. Le premier domaine de jeu, ce sont les jeux dits d'exercice. Et donc, ce sont les tout premiers jeux des enfants. Ce sont des jeux sans règles où l'enfant, en fait, il va plutôt venir manipuler, se mouvoir aussi avec son corps. Donc, ça va être des jeux moteurs, des jeux de manipulation. Et ce sont essentiellement aussi des jeux dits sensoriels et qui font intervenir la sensorialité de l'enfant. Ce sont également des jeux dans lesquels l'enfant ne va pas forcément rechercher la compagnie d'autres enfants ou même des adultes. Voilà. Ensuite, la deuxième catégorie de jeux, ce sont les jeux dits symboliques qui apparaissent à peu près autour de 2 ans, où l'enfant, en fait, il va se socialiser de plus en plus et petit à petit, il va solliciter la compagnie d'autres enfants et même des adultes. Les jeux symboliques, c'est vraiment les jeux de faire semblant où en fait l'enfant il va venir imiter. Ce sont les jeux de rôle, ce sont les jeux dans lesquels il y a aussi l'utilisation des déguisements. Voilà. Et la troisième catégorie de jeux, ce sont les jeux dits d'assemblage, les jeux de construction, où en fait l'enfant il va commencer à combiner, à agencer, à construire. Donc ce sont les jeux de Kapla, de Lego. Et la dernière catégorie de jeux, ce sont les jeux de règles que les enfants acquièrent à partir de 4 ans, 5 ans. On commence à voir les enfants jouer avec des jeux de société, des jeux de cartes, des jeux avec une règle. Voilà. Alors ces 4 domaines de jeu sont cumulatifs, c'est-à-dire que les enfants les acquièrent au fur et à mesure. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'un enfant qui accède aux jeux de règles ne peut pas revenir à des jeux d'exercice. En fait, voilà, il les acquiert et puis pour toute la vie, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'âge en fait pour faire, à part peut-être les jeux de règles où j'imagine qu'un bébé ça va être quand même un peu plus. Oui, les jeux de règles ne sont pas forcément à proposer avant, je dirais, avant 3-4 ans, quoi. Sinon, très bien. Et puis avec des jeux, j'imagine aussi. Adapté. Oui. Parce qu'on ne va pas faire jouer à peut-être un Monopoly. Quoique Monopoly, peut-être encore, je ne sais pas trop, mais il y a des jeux de société qui sont vraiment adaptés, alors. Il y a des jeux des jeux de société qui sont maintenant particulièrement compliqués, qui sont à destination d'adultes, des jeux de stratégie d'1 heure et demie. Je ne suis pas sûre que le petit de 4-5 ans, il soit... Vraiment que ce soit adapté, oui, à l'âge soit fan. Et aux capacités de l'enfant, oui. Maintenant, on va parler un petit peu plus, donc maintenant qu'on sait comment l'enfant joue, des différentes manières dont il joue. On sait qu'il joue avec d'autres enfants. Ça va, c'est assez régulier, que ce soit à l'école ou peut-être avec ses frères et sœurs s'il en a. Mais il peut aussi jouer avec les parents. Et c'est d'ailleurs un petit peu le thème de cette conférence.
Mais pourquoi c'est important de jouer avec son enfant? Et puis comment on fait pour jouer avec son enfant? Et quand est-ce qu'il faut le faire et il ne faut peut-être pas le faire? Comment ça se passe en fait tout ça? Alors oui, jouer avec son enfant, ça peut être vraiment intéressant pour la relation en fait que le parent il entretient avec son enfant. Ça permet un vrai moment de partage entre les deux, un vrai moment de communication aussi, communiquer autrement que via le rythme du quotidien qui peut être pesant pour le parent et l'enfant. Donc jouer avec son enfant, ça va venir soutenir la relation entre le parent et l'enfant. Ça va venir aussi permettre une confiance entre les deux. Le jeu partagé avec son enfant, c'est vraiment un espace-temps où en fait, le parent il va pouvoir entrer dans la bulle de l'enfant. Et ça va permettre, comme je viens de dire, de créer du lien, de renforcer le lien avec l'enfant. Ça va permettre de dialoguer autrement et puis à hauteur d'enfant. Ça va permettre aussi de pouvoir parler d'autre chose, de pouvoir laisser vagabonder les deux esprits, d'imaginer autre chose. Et puis le plus important, je dirais que ça va permettre de prendre plaisir ensemble, de partager vraiment des moments de joie, de rire et d'être pour de vrai ensemble dans une rencontre vraiment agréable. Voilà. Ensuite, comment jouer avec son enfant? Je dirais, c'est ce que je viens de dire là tout de suite, c'est en prenant plaisir, en étant vraiment dans la rencontre, en étant vrai dans ce temps de jeu avec l'enfant. Ne pas sentir le fait de ne pas avoir envie. Ne pas avoir envie de jouer, l'enfant il va le sentir et ensuite il n'y aura plus de plaisir partagé et puis il va aller jusqu'à se désintéresser du jeu. Donc je dirais vraiment prendre plaisir. Et ce n'est pas du temps perdu puisque c'est du temps vraiment bénéfique pour la relation parent-enfant. Voilà. Ensuite, je vais reprendre un petit peu les différentes catégories de jeux qu'on a vues avant. Je dirais que dans le jeu symbolique, par exemple, le parent, l'idée, c'est de pouvoir laisser l'enfant rester maître de son jeu et de ne pas en fait diriger le jeu. Dans le jeu symbolique, là, le parent, la place qu'il pourrait prendre, c'est vraiment de pouvoir suivre l'enfant dans ce qu'il est en train de proposer et donc de ne pas prendre trop de place dans le jeu de l'enfant. Et pour ce qui est des jeux de société, je dirais que là, la place de l'adulte, ça va être de venir rappeler la règle, de venir expliquer la règle. Et ensuite, pour les jeux de société, je dirais que c'est un peu complexe pour les adultes parce qu'en fait, il y a de fait une inégalité d'âge. Et donc, les adultes pourraient être amenés à gagner tout le temps quand on joue à des jeux de cartes ou des jeux de plateau avec les enfants. Ensuite, je dirais, pour l'adulte, pour venir un peu compenser cette inégalité, l'idée, ce serait subtilement de faire de temps en temps gagner l'enfant pour pas que ce soit toujours désagréable de vivre l'échec, quoi. Ah, donc voilà. Il ne faut pas tout le temps laisser gagner? Pas toujours. Voilà, il faut quand même que l'enfant il prenne plaisir à jouer. Très bien, très bien. Et puis si je peux donner peut-être une petite astuce, en tout cas de mon vécu à moi, je dirais que par rapport aux jeux de société, si on choisit les jeux de mémoire avec les enfants, ils gagnent à tous les coups, hein. Sans qu'on fasse exprès de ne pas faire attention, hein, parce qu'ils sont vraiment très, très forts. Ils ont une capacité de mémorisation. Quand on joue au memory, voilà, moi j'ai beau me concentrer, ils gagnent à tous les coups. Oui, le jeu de memory, c'est avec les cartes, c'est ça. Il faut retourner, les paires, et trouver les paires. Les paires. Et... Ah, donc c'est une capacité qu'ils ont. Oui. Ils ont plus d'espace de cerveau. Nous, on a peut-être. Après, il y a certains j'imagine qu'il y a certaines personnes qui ont une très très bonne mémoire et qui aussi mémoire peut-être photographique, etc., qui se développent différemment. Mais les enfants, ils ont une capacité, une plasticité peut-être du cerveau qui permet de mémoriser. Ils sont, je dirais, ils sont très forts. Eh ben, prenez bien note, achetez des jeux de memory. Ensuite, dernier point, oui, vous m'aviez posé la question de quand jouer avec son enfant. Je dirais que pour finir, tous les moments de la vie sont des moments qui peuvent être utilisés pour jouer avec les enfants. Ça peut être des moments bien définis ou alors ça peut être des moments du quotidien. Je pense notamment au brossage des dents, je pense au moment des repas où on peut faire des blagues, des devinettes.
Les moments de transport aussi sont des moments dans lesquels on peut jouer à chanter, on peut jouer avec les mots. Voilà. Après, je dirais qu'il n'y a pas forcément de moments vraiment définis. Ce qu'il y a, c'est prendre en compte le rythme de la famille, le rythme de l'enfant et puis surtout les envies de chacun. Oui, parce que si on n'a pas envie de jouer, l'enfant, il va le ressentir. Il ressent et puis ce ne sera pas forcément du jeu. Et puis, naturellement, il va se désintéresser. Oui. Il faut être honnête et sincère dans sa pratique du jeu avec l'enfant et être volontaire en fait dans tout ça, même si c'est vrai que ça peut être peut-être parfois compliqué parce que le faire semblant quand on est adulte, alors il y en a qui sont très très fans de jeux de rôle, mais quand on est adulte, c'est vrai qu'on peut avoir ce petit gêne, mais après il faut se lâcher un petit peu et retourner un petit peu en enfance aussi parfois. Je pense que c'est important pour... Rester vrai, oui, je dirais, dans le jeu, avec l'enfant et dans son jeu, oui. On y a déjà un petit peu répondu, mais on va peut-être un peu plus élaborer. Mais au niveau de quand jouer avec son enfant, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout le temps jouer avec son enfant pour développer encore plus les relations, pour avoir une sorte de symbiose, une relation très très forte avec son enfant ? Alors, si vous avez la capacité de jouer tout le temps avec votre enfant, c'est super. Si vous avez le temps, c'est super. Après, je dirais ce qui est aussi très important pour l'enfant, c'est de lui permettre d'avoir des temps de jeu libre. Les temps de jeu libre, ça va permettre en fait à l'enfant de pouvoir développer son autonomie et sa créativité. Ça va lui permettre aussi de ressentir l'exercice de la liberté. Ça va lui permettre aussi de pouvoir en fait se responsabiliser, faire ses choix, trouver les limites aussi. Se fixer à lui-même des propres limites. Donc je dirais, jouer avec l'enfant, effectivement, c'est quelque chose de plutôt positif pour la relation, mais également, l'adulte doit aussi pouvoir trouver et permettre à l'enfant d'avoir des temps de jeu libre. Le jeu libre est vraiment un formidable espace de développement du jeune enfant et ça va vraiment lui permettre de se développer de manière optimum. Ça va lui apporter une autonomie, ça va lui apporter tout ça. Donc au final, jouer avec son enfant, ce sera toujours bénéfique, mais il ne faut pas se culpabiliser si on ne peut pas le faire parce qu'on a tous des nécessités. Il y a la vie de la maison aussi. Voilà, on a tous un rythme très particulier avec des obligations dont on ne peut pas échapper. Donc, ne culpabilisez pas. Jouez si possible. Et si vous en avez envie, de ce que je comprends, c'est ça qui est important. Mais donc, quand on joue, vous en avez déjà un petit peu parlé aussi, un petit peu avant, au niveau du cadre du parent. Enfin, le rôle du parent, donc un petit peu un rôle d'explication, un petit peu un rôle de partenaire de jeu qui s'efface un petit peu pour quand même laisser la place à l'enfant de créer son histoire. Vous êtes un acteur de l'histoire si on prend le jeu symbolique. Quel autre rôle peut avoir le parent dans le jeu ? Alors oui, c'est vrai que j'en ai un petit peu parlé avant, quand il s'agissait des jeux d'exercice, par exemple, pour les tout-petits. Là, le rôle du parent, ça va être de permettre à l'enfant d'avoir du matériel ludique, donc des jouets adaptés à son âge. Pour ce qui est du jeu symbolique, ça va être de permettre à l'enfant finalement d'être vraiment moteur dans le jeu et de rester maître du jeu. Pour ce qui est des jeux de règles, je l'ai expliqué aussi un petit peu avant, ça va être de pouvoir rappeler la règle et puis de trouver cette subtilité là pour pallier l'inégalité des deux âges. Et en ce qui concerne le jeu libre que je viens d'exposer là tout de suite, je dirais que la présence de l'adulte, en tout cas le rôle de l'adulte, est aussi très très important dans le jeu libre de l'enfant. C'est pas parce que l'enfant il est libre de jouer qu'il peut jouer à tout et qu'il peut jouer à n'importe quoi. En fait, je dirais que l'adulte, à ce moment-là, il a vraiment pour rôle d'être garant du jeu de l'enfant et de permettre en fait la sécurité physique et affective de l'enfant dans le jeu libre. Alors, garant du cadre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire garant permettre, poser une limite de temps, poser une limite d'espace également, et poser les limites du matériel ludique utilisé. Pas que ce soit dangereux,
Voilà. Et puis ensuite, dans ce temps libre, dans ce jeu libre, la simple présence de l'adulte va être rassurante pour l'enfant. Et le fait que le parent ou l'adulte ne soit pas très très loin, ça va permettre en fait à l'enfant de se sentir en sécurité et ça va lui permettre de déployer son jeu de manière optimale. Voilà, cadre sécurisant, cadre réconfortant, même si parfois, j'imagine, l'enfant il peut avoir aussi envie d'être isolé dans sa chambre. Après, ça dépend de l'âge où on peut autoriser ce genre de... Alors, il peut être isolé dans sa chambre, mais il sait qu'il y a un adulte quand même dans la maison. C'est vrai. Donc ça, c'est sécurisant. Ensuite, je dirais que pour le jeu libre, ce qui peut être intéressant aussi, c'est les jeux en extérieur. Vraiment permettre aux enfants de jouer à l'extérieur, de jouer dans les parcs, de jouer en forêt. Ce sont vraiment pour moi des formidables jeux, des formidables lieux de jeu libres pour les enfants. Vous savez qu'on n'y pense pas forcément à la forêt. Après, peut-être quand on habite en ville, ça peut être très vite compliqué. Il y a des forêts pas loin. Il y a la forêt du Neuf-Vilkirch qui est pas loin. C'est vrai. Après, il y a des parcs ici à Strasbourg. On a le parc du Pourtalès qui ressemble quand même un peu à une forêt, qui est accolé à la forêt. Donc voilà, il y a des petites possibilités. Après, il faut s'accorder du temps aussi. Oui. Un week-end. Donc si c'est possible, je dirais ça peut être fait. Ça change un petit peu aussi de la routine peut-être du jeu en intérieur. Oui. Parce qu'après, le jeu d'extérieur, on le retrouve peut-être à l'école, où c'est là où on va voir qui va peut-être un peu plus se développer. Après, on joue tous. On a tous fait des balades en forêt le week-end avec ses parents, et c'était toujours des grands moments, je m'en souviens, moi, en tout cas. On parlait tout à l'heure un petit peu des jeux de société. Je vais prendre cet exemple-là. Quand on joue avec son enfant, ou alors quand des enfants jouent ensemble, souvent à des jeux de société, il peut y avoir des soucis de conflit. Quand l'enfant perd, quand il y a peut-être des suspicions de triche, il peut y avoir des grands éclats d'émotions à ce moment-là. Comment on gère ça, ce principe de conflit ? Par exemple, on en parlait aussi avec le parent qui peut gagner beaucoup plus régulièrement que l'enfant parce qu'il y a une égalité d'âge. Comment on gère tout ça ? Alors c'est vrai que dans le jeu, parfois, l'enfant il peut ressentir de la frustration. Notamment quand il perd. Il peut ressentir de la contrariété, il peut s'énerver, il peut même se mettre à pleurer. Là, je dirais que en fait, ça traduit chez lui le besoin d'être à ce moment-là guidé, d'être éclairé, d'être entendu dans ce qu'il est en train de ressentir. Le rôle de l'adulte, je dirais que ça pourrait être de venir mettre des mots sur ce qu'il ressent, de venir questionner pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, qu'est-ce qui fait qu'il réagit comme ça. Voilà, donc déjà, dans un premier temps, de venir repérer l'émotion de l'enfant et ensuite de venir mettre des mots sur cette émotion et de venir le questionner pour lui permettre d'extérioriser ça. Et je dirais vraiment que l'idée, c'est pas du tout de contourner cette émotion-là, mais vraiment de mettre le doigt dessus et de pouvoir en discuter. Oui, parce que la gestion de l'émotion, c'est une compétence qui s'acquiert au final. Quand on est jeune, quand on est enfant, c'est compliqué. Les émotions, c'est quelque chose c'est très très fort. Et très vite, on peut être dépassé. Et donc avoir peut-être aussi cet adulte qui va rationaliser tout ça, qui va poser les mots dessus, ça permet aussi... Oui, qui sera là pour sécuriser, pour être contenant, en fait, et permettre à l'enfant de ressentir cette émotion et puis de petit à petit savoir la gérer. Voilà. Après, quand il y a des conflits entre les enfants aussi, ce qui peut être intéressant, c'est parfois de ne pas trop se précipiter en tant qu'adulte, et de pouvoir laisser en fait, les enfants trouver leurs propres solutions. Parce qu'ils sont, en fonction de leur capacité, mais parfois ils sont à même en fait, de savoir gérer un conflit. Voilà. Après, si le conflit dure vraiment trop longtemps et qu'il y a des bagarres, voilà, je dirais que là, l'adulte il peut intervenir, mais au départ, en tout cas, leur permettre de s'essayer à pouvoir résoudre ce conflit par eux-mêmes. Le rôle de médiateur du parent, il vient plus tard. C'est... Oui. Après, ça, en fonction toutes les situations sont différentes, j'imagine. Oui. Mais voilà. Donc, on a beaucoup parlé
du jeu en lui-même, mais il y a quand même un élément qu'on a un petit peu oublié, peut-être dans l'histoire ou peut-être un peu volontairement oublié, c'est que qui dit jeu dit souvent jouet. On en a déjà un petit peu parlé tout de même dans les caractéristiques, mais donc des jouets, il y en a des milliers maintenant aujourd'hui de toutes les formes. Est-ce que c'est important pour un enfant d'avoir des jouets, et quel type de jouets, comment on sait ce qui est bon et ce qui serait peut-être moins bon pour un enfant en matière de jouets, parce qu'aujourd'hui dans les supermarchés, hein, le rayon jouets, il y a un peu de tout, tout différent, que ce soit des jeux de cartes, des jeux qui font du bruit, qui font de la lumière, des jeux qui sont peut-être plus des peluches, il y a plein de types de jeux. Comment on fait en fait? Alors c'est vrai que le jouet, il occupe une place vraiment importante dans la vie de l'enfant. Le jouet, c'est vraiment un support pour l'enfant, un support au jeu de l'enfant, un support aussi à l'imagination de l'enfant. Après, je dirais qu'il existe aussi des jeux sans jouets. Je pense notamment aux échanges de paroles, aux jeux avec les chants, avec les comptines. Je pense aux jeux avec le corps. Je pense à un éléphant qui se balançait, on prend l'enfant qui est proche. Et puis ça, c'est aussi des temps de jeu, en fait. Et ça, c'est du jeu sans jouets. Et puis, c'est des vrais moments de plaisir, en fait. C'est le plaisir, en fait, de l'un qui va permettre le plaisir de l'autre. Après, il y a des jeux aussi, des jeux avec le corps, comme courir, grimper, sauter. Ça, c'est également des jeux qui sont sans jouets. Donc, on peut aussi se permettre de jouer sans jouets. Et puis, il peut y avoir aussi des jeux avec des jouets qui nous paraissent pas forcément des jouets. J'appelle ça des jouets infimes. Un simple caillou, par exemple, un simple brin d'herbe, ça va être assimilé à un jouet, en fait. Et puis, ça va être un support au jeu de l'enfant. Donc, je dirais, au final, tout est imagination et laisser les enfants imaginer peut-être ce qu'ils peuvent faire avec tel ou tel matériel. Après, toujours veiller à ce que ce ne soit pas dangereux. Mais voilà. Après, au niveau du choix des jouets en supermarché notamment, je dirais peut-être éviter les jouets qui surstimulent les enfants, les jouets qui font intervenir beaucoup de lumière, beaucoup de sons. Voilà, c'est un peu des jeux qui sont des jouets qui sont un peu agressifs pour l'enfant. Enfin, c'est comme ça que je les vois en tout cas. Après, au niveau du choix des jouets, je dirais que ce qui est important, c'est de déjà prendre en compte le besoin de l'enfant, ses capacités aussi, son stade de développement. Et voilà, et aussi partir de ses centres d'intérêt, de sa personnalité, au final. Il faut connaître un petit peu son enfant, savoir ce qu'il aime. C'est vrai que c'est le plus important, au fond, pour... Un parent connaît forcément son enfant. En tout cas, j'espère. Mieux que personne, d'ailleurs. Mais donc là, voilà, on a parlé un petit peu du jouet. Donc le jouet, ça se trouve souvent donc, dans la chambre de l'enfant. Après, il peut y avoir peut-être des bacs de jeux, des salles de jeux, ce genre de choses. Mais dans une chambre, pour que l'enfant puisse jouer, entre guillemets, en toute sérénité, pour qu'il puisse jouer tranquillement, avec l'esprit tranquille, comment on organise une chambre pour que ça fonctionne bien ? Alors, l'aménagement de la chambre, je dirais que c'est assez complexe, en fait. Une science. Comment ? C'est une science. C'est une science, oui. Je dirais qu'après, ce qui peut guider dans la tâche de l'aménagement de la chambre, j'en reviens toujours au plaisir de l'enfant, aux besoins de l'enfant, à ses capacités aussi. Donc, voilà. Donc, choisir peut-être un aménagement, des jeux, des jouets qui permettent vraiment l'expression ludique de l'enfant à hauteur de ses capacités. Voilà. Ensuite, on peut aussi demander à l'enfant, s'adresser à lui s'il est en capacité de répondre et de faire ses choix, de lui demander en fait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, comment est-ce qu'il voudrait voir sa chambre aménagée, qu'est-ce qu'il voudrait aussi avoir sur les murs. Voilà. Ensuite, je dirais que peut-être éviter le trop-plein aussi, ça me paraît important, parce que trop de jouets va venir tuer le jouet et va venir tuer le jeu. Parce qu'en fait, ça va créer de la confusion chez l'enfant. Il va ensuite se désintéresser. Il ne va pas savoir vers où aller vraiment et il va se désintéresser. C'est comme s'il ne voyait même plus ce qu'il y a dans sa chambre. Voilà, donc, ce qui me paraît aussi important, c'est le fait de ranger, de trier, éventuellement de faire du roulement.
dans les jouets, en accord avec l'enfant, encore une fois, s'il est en capacité de pouvoir dire. Voilà, mais vraiment d'éviter l'envahissement. Eh bien super, merci. J'ai d'autres petites questions vis-à-vis un petit peu plus de votre parcours et en plus parce que nous avons des membres ici présents aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus nous parler des LAP, des lieux accueil parents-enfants concrètement, vous qui parfois donc, intervenez dans ces lieux, qu'est-ce que c'est concrètement un LAP? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous l'expliquer? Alors, les lieux d'accueil enfants-parents, ce sont donc des lieux dans lesquels les parents peuvent venir avec leurs jeunes enfants. Alors, essentiellement des enfants entre 0 et 6 ans. Donc, ce sont des lieux qui accueillent les parents avec les enfants. Ce sont des lieux qui sont gratuits. Ce sont des lieux où, en fait, l'aménagement va être un aménagement avec des espaces ludiques pour les enfants. Et ce sont des lieux qui ont pour mission en fait, le soutien à la parentalité et puis l'écoute de l'enfant. Voilà. Donc, dans ces lieux, en fait, il n'y a pas d'activité de prévue. L'essentiel en fait, de ces lieux tient dans l'écoute de la parole des parents, l'observation des enfants, la relation aussi parent-enfant qui va être accueillie de la part des accueillants. Parce que les personnes qui travaillent dans les lieux d'accueil enfants-parents sont dits des accueillants. Voilà, il y en a 2 dans le public là. Cachez-vous. Paparazzi. Et donc voilà, ce sont vraiment des lieux où en fait on vit l'instant présent. Il n'y a pas de jugement, il y a une certaine confidentialité aussi de ce qui se passe dans ces temps-là. On vit vraiment l'instant présent. On dit qu'on vit le ici et le maintenant dans les lieux d'accueil enfants-parents. Donc voilà, donc ce qui se vit là, et puis ça n'a pas de conséquences par après. C'est une petite bulle. C'est une petite bulle, oui, où en fait le parent peut se permettre aussi de relâcher un petit peu la pression, de pouvoir s'appuyer aussi sur les accueillants, de pouvoir dire leurs difficultés. Et puis pour l'enfant aussi, c'est un véritable lieu de socialisation parce qu'il va pouvoir en fait aller à la rencontre d'autres enfants, d'autres adultes aussi. Ce sont des lieux aussi où en fait on va venir un petit peu préparer aussi les séparations futures entre les parents et les enfants. Voilà. Et un dernier élément avant qu'on passe aux petites questions et aux témoignages s'il y en a dans le public. Concernant un peu plus l'aspect culturel du jeu, est-ce que c'est important qu'il y ait quand même ce partage de culture aussi dans le jeu, que les parents apprennent leur propre jeu à leurs enfants, et à quel point donc ils jouaient quand ils étaient donc plus jeunes, ou alors parce que la culture, comment dire, ça vient d'une culture qui est différentes ou ce genre de choses. Est-ce que c'est important aussi d'avoir cet aspect-là dans le jeu? Alors je dirais que oui, le jeu peut aussi être un espace-temps où en fait, qui permettent en fait aux parents de transmettre aussi des valeurs, et ça peut être des valeurs culturelles. Après ça peut être des jeux aussi, hein, tout simplement, des jeux. J'en ai pas en tête là. Si je pense aux osselets par exemple, je pense aux mamans qui jouaient. Voilà. De mon expérience, voilà, je pense aux mamans qui ont appris à leurs enfants à jouer aux osselets parce que c'était des jeux qui étaient des jeux importants pour elles quand elles étaient plus jeunes. Elles n'avaient pas forcément de jouets. Et puis, voilà, comme je disais avant, des simples cailloux. Donc on prend ça. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu des osselets. Mais voilà, des simples cailloux. Voilà, et en fait, c'est un jeu et puis c'est une transmission aussi. Et puis c'est un partage de voilà, quand j'étais jeune, je jouais à ça et ça permet de dialoguer vraiment avec son enfant et de parler de soi aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a ce côté, on apprend beaucoup de l'enfant, mais ça peut être aussi intéressant que l'enfant apprenne de nous et apprenne donc un peu voilà notre histoire à travers donc ce biais, cet élément qu'est le jeu. Ça permet voilà de créer des liens et un dialogue, comme vous avez dit. Je reprends vos mots. donc voilà.
Merci beaucoup déjà donc, pour toutes ces informations. Maintenant, on va se tourner un petit peu plus vers vous, dans le public. J'espère que... voilà, si vous avez des questions, des témoignages à poser à Nouria, n'hésitez pas, c'est le moment. Est-ce qu'il y a des petites choses à dire concernant le jeu, concernant les jouets? Surtout, à l'approche de Noël, pour ceux qui le fêtent, qui offrent des cadeaux, ça peut être... Je trouve qu'on peut aussi parler des jeux, comme tu disais un petit peu Nouria, mais du quotidien, parce que c'est vrai que pour l'enfant, des fois, jouer, c'est peut-être aussi juste aider sa maman ou son papa à remplir la machine à laver, par exemple. Ça peut être, on peut trier les couleurs, du coup, avec les habits. Parce que c'est vrai que parfois, on se dit, faut acheter des jeux, mais des fois, en fait, moi, j'avais fait un jeu avec mon fils, juste, je gardais les capuchons de compote. Et on a trié les couleurs avec ça. Et en fait, des fois, il y a des jeux qu'on peut fabriquer pour pas grand-chose. Et même vider le lave-vaisselle. Alors, ça peut aussi être un jeu pour l'enfant. Nous, c'est une corvée. Mais en fait, pour eux, c'est des fois chouette. Donc, juste pour donner d'autres petites idées. Oui, c'est vrai que les jouets peuvent être aussi créés. Et puis, pour finir, tout peut être un jouet. À partir du moment où la sécurité physique elle est assurée, quoi. Voilà, donc c'est vrai que les capuchons de compote, c'est des excellents jeux pour les tout petits, en tout cas pour trier et puis même pour pouvoir visser, dévisser. Voilà, oui. Si vous avez aussi des astuces à partager, c'est le moment. Si vous êtes... Faut venir dans les laps. Faut aller dans les laps. De la propagande. Il y a des capuchons de compote dans ton lap. D'ailleurs, nous, par exemple, on est une structure, si on veut venir organiser avec les enfants de l'association, est-ce qu'il faut s'inscrire, il faut prendre rendez-vous ou... On peut venir dans les laps. Même si c'est assez un bon groupe. Après, ça dépend combien d'enfants. L'idée, c'est peut-être d'appeler avant le lap pour voir comment c'est effectivement possible d'organiser pour qu'il y ait assez de place et tout. Mais, d'accord, oui, ça peut être... Les labs, il y en a quasiment dans chaque quartier de Strasbourg. Oui. Il y en a un juste ici. Ouais, la maison bleue, c'est ça. Donc, vous pouvez appeler avant pour être sûr que Jack c'est ouvert et qu'il y a l'organisation permet d'accueillir un groupe d'enfants. D'accord. Non, c'est possible. Mais c'est seulement jusqu'à 6 ans, c'est ça? Oui, la plupart, oui. Il peut y avoir des labs qui accueillent jusqu'à 18 ans. Voilà. Il y a la papothèque. Il y a la papothèque à Cronenbourg. Voilà, donc ça dépend vraiment des labs. Après, il y en a qui accueillent, à partir du moment où vous avez un petit, ils peuvent aussi accueillir la fratrie. Ça dépend vraiment de chaque lab. Mieux vaut se renseigner à l'avance. Ok, ça marche. Merci. De rien. Mais ce sont vraiment des lieux gratuits. Vous regardez les horaires d'ouverture et ensuite vous pouvez y aller vraiment gratuitement, de manière anonyme, et vous trouverez des accueillantes superbes pour vous accueillir. Voilà. Et puis vivre des temps avec d'autres enfants, des temps avec d'autres mamans aussi, d'autres papas, parce que ça permet aussi de parler entre parents et d'aborder des sujets liés à la parentalité. Ça permet vraiment de pouvoir aussi entendre que les autres parents vivent parfois les mêmes difficultés, en fait. Voilà. Et il y a des jouets, effectivement, aussi qu'on n'a pas à la maison. Et puis, les enfants, ils sont toujours ravis aussi de trouver d'autres jouets et aussi d'autres enfants. Et voilà. Et puis, ça permet de petit à petit aussi de se séparer un petit peu. Donc, l'enfant, il va pouvoir jouer, mais en ayant toujours en tête que son parent, il est là. Donc, la présence de l'adulte, un adulte référent, est vraiment très importante. Et voilà. Mais juste cette petite séparation là, physique dans un même espace, ça peut déjà être très formateur pour l'un et l'autre, d'ailleurs. pour les mères, pour les pères et puis pour les enfants. Des fois, tout simplement, apprendre à jouer, parce qu'il ne suffit pas d'avoir le jouet pour apprendre. Donc, quand on voit avec d'autres personnes, on apprend à développer nous-mêmes, donc on peut pratiquer. Oui, tout à fait, oui.
Oui, en fait, c'est pas mal de questions, mais je vais peut-être m'arrêter jusqu'à 2 questions pour l'instant. En fait, bon, c'était intéressant ça d'entendre ces dispositifs LAP. Les LAP, oui, ok. les lieux d'accueil enfants-parents. Oui, et en fait, je voulais faire les contrastes un peu avec la déclaration que vous avez faite au début, où vous disiez, en fait, les parents sont la référence ultime, en fait, par rapport à leurs enfants. Ils connaissent mieux leurs enfants et tout ça. Là, je découvre qu'il y a un dispositif où les parents peuvent accompagner leurs enfants. Oui. Okay. Donc, je suppose donc, que les personnes qui y travaillent maternent les parents. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils maternent les parents. Ils sont là pour les accueillir et les écouter. Voilà, ils se rendent disponibles. Ils ont des grandes oreilles pour les écouter et recueillir en fait leurs inquiétudes, leurs questions aussi. Oui. Il peut y avoir des questions. Et voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, d'une certaine manière, en fait c'est juste ces jeux-là où, justement, en tout cas, les parents, je vois bien, ça je comprends, dans un sens où ils sont peut-être débordés, mais ça, c'est un contexte occidental où on cherche vraiment toujours des dispositifs pour pallier à des difficultés que les gens peuvent avoir ou expérimenter à un moment donné. Parce que je me dis, dans le village, donc quelque part en Afrique, est-ce qu'il y aurait des lapes ou des choses comme ça? Je suis d'accord avec ce que vous dites. Exactement. Les labs sont vraiment là pour aussi rompre la solitude. C'est vrai que... oui, c'est vraiment des lieux de rencontre pour les parents. Alors c'est vrai que là vous parlez de l'Afrique. Ouais. C'est vrai que on a aussi cette idée-là. Alors je suis jamais allée en Afrique, hormis en Algérie, mais c'est vrai que on va trouver aussi beaucoup plus les enfants dans l'espace extérieur. Et puis on va aussi trouver les mères et les pères pouvoir se rassembler, avoir des lieux de rassemblement qui sont pas forcément des lieux que l'État met en place. Formalisés. Voilà, donc c'est vraiment des lieux que les personnes vont pouvoir mettre en place par elles-mêmes en fait, parce que culturellement ça se fait comme ça aussi. Mais en fait, ce sont vraiment des lieux qui ont la même fonction, les mêmes missions que les LAP. Et ici, c'est vrai que là, en France, on parle de LAP parce qu'il y a pas non plus, il y a pas ces regroupements. En fait, on peut pas avoir ces regroupements ici. C'est pas la même manière de vivre en fait. On n'a pas le même quotidien finalement. Le LAP, il est réservé à tous les parents. Parce que tout parent, alors bien sûr, il y a des parents qui ont plus de difficultés que d'autres, mais qui dit être parent dit avoir forcément des petites difficultés avec le sommeil, l'alimentation, sans parler de gros problèmes. Et du coup, ces lieux-là, ça permet juste aussi de se retrouver entre parents, entre gens qui vont se comprendre. Parce que quand vous allez dans des lieux où les gens n'ont pas d'enfants, par exemple, on va vous regarder avec des gros yeux parce que votre enfant, il va juste pleurer, alors qu'en fait, c'est juste normal. Et dans là, ça permet aussi de... Non, mais c'est vrai, ça permet aussi juste d'être... Voilà. Alors qu'en fait, son enfant, il est juste normal. Donc dans les laps, on souffle. Voilà, on est tous parents, on a tous vécu des colères. Il n'y a pas de jugement. C'est vraiment ça aussi. Ça, c'est essentiel. Dans les laps, il n'y a pas de jugement. On accueille les parents tels qu'ils sont, on accueille les enfants tels qu'ils sont. Et si même il y a des pleurs, il y a des colères, des difficultés pour ci ou ça, il n'y a pas du tout de jugement. Voilà, j'ai vraiment en tête, en tout cas, pour avoir été accueillante en lap, de dire c'est la vie en fait, c'est aussi la vie et c'est l'apprentissage de la vie à la fois pour les parents et pour les enfants. Voilà. Alors je termine sur cette question-là avant la deuxième en disant que voilà, comme il a été souligné, dans d'autres cultures effectivement ça peut être la même structure mais pas formalisée, donc composé peut-être des parents, des grands-parents, donc je suppose ils ont assez de temps en fait à consacrer aux besoins à la fois de leurs enfants et les petits-enfants. Et dans d'autres structures, dans d'autres contrées, comme ici, donc c'est beaucoup plus formalisé. Donc il y a des lieux avec des gens qu'on appelle ça des accueillants et des choses comme ça, alors qu'ailleurs c'est des grands-parents et tout ça. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, on parle des enfants.
Et au début, vous avez cité ça, la Convention des droits des enfants. La Convention internationale des droits de l'enfant. Maintenant des 32, 36 ans. Oui. OK. Donc, cette convention est adulte aujourd'hui, puisque ça a 36 ans. Oui. Et on parle des enfants. Donc, quelle, selon vous, est cette évolution qui a permis, comment décrivez-vous l'évolution qui a eu lieu, qui a permis, en tout cas, l'expérience qu'on a tirée pour permettre aujourd'hui de penser que justement les jeux arrivent vraiment à pallier, parce que ça me déchire le cœur d'entendre, bien sûr, qu'il y a des types de jeux pour certains enfants, vous l'avez dit tout à l'heure. L'enfant prend plaisir en jouant. La définition, ça, de l'âge de l'enfant, c'est, je suppose, jusqu'à 17-18 ans. Il n'y a pas si longtemps, on apprenait qu'il y a un enfant de 9 ans, donc encore un enfant, qui rentre chez lui, il se pend ou il se suicide. Justement parce que dans un contexte académique ou à l'école, des camarades qui supposaient ou pensaient qu'ils jouaient faisaient du mal à quelqu'un d'autre qui rentre chez lui et commet l'irréparable. Donc je veux savoir, selon vous, cette évolution qui a eu lieu depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, en fait, en tout cas la déclaration des droits de l'enfant, comment ça a joué justement dans la manière de percevoir les jeux pour qu'on ne retrouve plus ce type de situation où des enfants rentrent à la maison après être tristes parce que d'autres enfants n'ont pas appris ce que ça veut dire jouer, et les parents qui sont par la suite aussi démunis face à des situations alors qu'ils étaient supposés apporter justement du soutien, des réconforts à leurs enfants. Alors pour vous répondre, je crois que je me baserai vraiment sur ce que j'ai pu dire par rapport aux caractéristiques du jeu. Ce qui fait un jeu, c'est le caractère fictif du jeu. Le fait en fait que ça n'ait pas de conséquences sur la réalité. Donc en fait, j'en viens même à dire que les jeux dangereux, quelque part, ça n'existe pas. Parce qu'à partir du moment où il y a danger, ce n'est pas un jeu. À partir du moment où il y a des conséquences sur la réalité, comme la vie d'une personne, alors ce n'est pas un jeu. Alors c'est que, en fait, c'est aller trop loin. C'est vraiment aller trop loin. Et là, du coup, je dirais qu'il revient vraiment aux adultes que d'être vigilants par rapport à la santé mentale de leurs enfants, à pouvoir tenter de percevoir en fait l'état psychologique, l'état mental de l'enfant pour éviter en fait cette tristesse et puis d'aller jusqu'au suicide. Voilà. Après, par rapport à cette Convention internationale des droits de l'enfant, je dirais que la place de l'enfant dans la société, elle a évolué. Avant, on ne considérait pas forcément l'enfant. On le laissait un peu de côté. Aujourd'hui, je dirais que la société, elle est vraiment tournée vers l'enfant. L'enfant, il est au centre de la société aujourd'hui. Et là, encore une fois, ça vient traduire en fait le fait de considérer les enfants comme étant de réelles personnes, de considérer aussi cette période de l'enfance comme étant importante. C'est pas uniquement une période qui permet à l'enfant de devenir adulte. Non, c'est une période vraiment à part entière qui a toute sa valeur en fait, et qu'il faudrait considérer à sa juste valeur. Voilà. J'ai une question, donc la dernière. Justement, aujourd'hui, on est en décembre, donc c'est la période où on commence à penser quel cadeau donner pour les fêtes. Qu'est-ce que vous pourriez recommander aux parents qui pensent que, comme ils n'ont pas du temps à donner, à passer avec leur enfant, qui pensent acheter les derniers jouets, des modes, hors prix, bien sûr, et voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces parents? Parce qu'on est quand même bombardé avec la pub d'un tas de jouets. Donc, qu'est-ce que
un parent qui ne sait pas quoi donner ou comment remplir ces manques du temps qui parfois c'est compréhensible avec le travail. Qu'est-ce que vous pourriez dire ou quel cadeau donner pour cette fête à un enfant? Quel beau cadeau serait à donner pour cette fête? Je dirais peut-être la première chose, c'est prendre peut-être du recul par rapport à tous ces catalogues de jouets, par rapport à toutes ces pubs, toutes ces propositions de jouets qui sont en fait là juste pour de la consommation. Et je dirais que c'est pas forcément servir l'enfant que de lui acheter le jouet dernier cri. J'ai comme ça un exemple en tête. Lors de ma vie professionnelle, j'ai pu offrir en tant qu'éducatrice dans une maison d'enfants à caractère social des jouets aux enfants au moment de Noël. Et donc on prenait en compte donc les centres d'intérêt des enfants pour avoir des jouets qui leur plaisent. Et pour autant, en fait, au moment du déballage des jouets, on se rendait compte qu'ils jouaient parfois avec le papier de l'emballage, qu'ils jouaient avec le carton de l'emballage du jouet, et pour finir, qu'ils ne s'intéressaient pas forcément aux jouets. Pourtant, c'était le jouet qu'il avait voulu, il ou elle voulu. Et donc, pour finir, ça vient me dire que, en fait, comme on a pu dire un petit peu avant, que tout peut être jouet. Et finalement, peut-être se détacher en fait de cette publicité qui peut être envahissante et qui peut être aussi oppressante. Donc de se détacher de ça et d'aller à la rencontre de l'enfant, d'observer ses capacités et puis d'essayer de lui mettre à disposition ou en tout cas de lui offrir des jouets avec lesquels ils prennent plaisir. Ils prennent plaisir véritablement et qui répondent à sa personnalité, à ses centres d'intérêt. Voilà. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, il est temps de conclure cette conférence. Merci à vous, Nouria Mansouri, pour votre participation à cet échange sur le jeu. C'était très intéressant. Merci d'avoir pris le temps. Et puis, merci aussi à vous, au public, de nous avoir écoutés. C'était donc la dernière émission du cycle de conférences pour 2025, mais ne vous inquiétez pas, restez avec nous. Être parent aujourd'hui, ça revient l'année prochaine avec plein de nouveaux sujets. Donc n'hésitez pas à aller consulter nos anciennes émissions sur notre site defricheurs.fr ou alors d'attendre un petit peu les prochains sujets qui vont arriver sur notre site. On remercie aussi la Maison du Projet de la Méno de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et enfin, on remercie également nos financeurs qui ont rendu possible donc, ce cycle de conférences sur la parentalité et l'éducation positive. À très bientôt. Être parent aujourd'hui.